Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes. On compte plus de 50 000 nouveaux cas chaque année. Si la recherche avance et que de nombreuses femmes arrivent à en guérir aujourd'hui, vivre avec est une épreuve pour soi, mais aussi pour son entourage. Le cancer du sein touche à la féminité et nombreuses sont les femmes qui doivent subir une mastectomie pour guérir. Quel traitement existe et comment avance la recherche aujourd'hui? Que permet de faire la chirurgie reconstructrice? Cancer du sein, comment vivre cette épreuve? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter. Vous avez un excellent réflexe quand vous composez le 39 21 pour partager avec nous votre histoire. C'est le standard d'Europe 1, 39 21 50 centimes la minute. Twitter, hashtag Europe 1 pour nous écrire ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Anna. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Anna. Bonjour, merci. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? J'ai 41 ans, je vous appelle de l'Occitanie, du Tarn-et-Garonne, entre Toulouse et Bordeaux. D'accord. Alors vous, Anna, le cancer a frappé en 2015, mais vous parlez d'un cancer plutôt gentil. Qu'entendez-vous par là? Alors ce sont surtout les médecins avant moi qui ont parlé de gentil cancer. Je ne vous cache pas qu'à 38 ans, à ce moment-là, quand on vous parle de gentil cancer et d'ablation du sein, bon, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à accueillir. Aujourd'hui, je comprends totalement ce terme qui a été donné à ma maladie, puisque dans mon cas, il a entre guillemets suffi de m'enlever le sein pour me guérir. Donc je n'ai pas eu besoin ni de chimiothérapie, ni de radiothérapie, qui sont des traitements très longs et invasifs. Après le diagnostic, Anna, dans quel état d'esprit étiez-vous? Est-ce que on est prêt à affronter des moments difficiles comme ça, parce que on entend beaucoup parler de ce cancer du sein, et lorsqu'on est une femme, on sait que ça peut arriver un jour. Comment est-ce que vous avez pris cette nouvelle? C'est quelque chose. On peut pas se préparer à ça. Ça fait terriblement peur. Le mot cancer, c'est un mot qui est terrifiant. On a beau vous expliquer ce qu'on va vous faire, on passe dans un monde complètement inconnu et effrayant, où on ne maîtrise rien et où on ne sait pas ce qu'on va devenir, jusqu'où ça va aller ou quand ça va s'arrêter. Moi, je crois que le plus important pour moi, c'était qu'on me guérisse, peu importe le prix à payer. Donc je ne me suis pas attardée sur ce qu'on allait m'enlever, mais plutôt sur ce qu'on allait me mettre à la place, en fait. On dit que le mental, dans ce type de maladie, lorsqu'on affronte cette épreuve, est à 70% important pour la guérison. Qu'en pensez-vous? Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Le mental, c'est la vie. Après, c'est quelque chose qui reste facile à dire. On n'est pas tous égaux face à ça. Bien c'est sûr, plus facile, quand on a du soutien de la part de notre entourage, par exemple, ou des gens qui nous aiment, ou même des équipes soignantes. Après, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Et puis, c'est quelque chose qui se travaille et en quoi il faut croire. Mais c'est un vrai parcours du combattant, oui. Quel a été votre quotidien ces dernières années pour surmonter cette maladie? Quels étaient vos traitements? Alors moi, je n'ai eu qu'un traitement chirurgical, donc j'ai eu 3 opérations en 6 mois. Oui. On m'a d'abord enlevé la tumeur, ensuite on m'a enlevé le sein et on l'a remplacé par ce qu'on appelle un expandeur. C'est une poche qu'on va remplir petit à petit de sérum physiologique pour permettre au corps de s'adapter à la pose d'une prothèse. Et enfin, donc on m'a posé ces 2 prothèses, l'une pour remplacer le sein malade et l'autre pour équilibrer la différence de taille avec le premier. Alors je crois que vous avez eu du mal à trouver un spécialiste qui puisse vous tatouer un joli téton suite à l'ablation de votre sein, et que cela a provoqué quelque chose de spécifique chez vous. Racontez-moi. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on se fait enlever un sein, on se fait enlever aussi le mamelon dans la plupart des cas. Oui. Ça a été mon cas, donc il a été ensuite tatoué, donc à plusieurs reprises et de plusieurs façons différentes, mais sans jamais me satisfaire complètement. Il a été trop grand d'abord, trop rond, trop clair, pour finir par disparaître en partie. Donc on était en 2016 et j'avais du mal à croire que ce soit si difficile à obtenir et que ça suscite si peu d'intérêt, alors qu'on pratique quand même en France à peu près 20 000 mastectomies par an. Donc j'ai commencé à travailler sur le sujet, à me rendre compte que je n'étais pas la seule à rencontrer ces difficultés. Oui. Et puis c'est devenu comme une évidence. J'allais faire ce qu'il fallait pour devenir tatoueuse et me spécialiser dans le tatouage qu'on appelle réparateur, et mettre toute l'énergie positive qui s'était dégagée de cette aventure au profit des personnes qui ont eu la même maladie que moi ou qui ont subi des interventions chirurgicales qui
qui leur ont laissé des traces qu'ils aimeraient oublier, quoi. Alors je suppose que le tatouage des mamelons représente pour vous quelque chose de très important aujourd'hui quand vous le réalisez, les réalisez. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? Comment allez-vous ? Je suis guérie, alors je vais bien. Je suis très amoureuse, ma famille va bien, mon projet professionnel, puisqu'il n'est encore qu'à l'état de projet, Oui. grandit et se concrétise de jour en jour. Je rencontre des gens qui m'apportent beaucoup d'aide dans ce projet et je sais qu'il deviendra quelque chose de bien. Après, je n'oublie pas ce par quoi je suis passée, mon corps me le rappelle tous les jours. Ça m'aide aussi à me rappeler la valeur des choses, à relativiser et à profiter un peu plus consciemment de la vie, on va dire. Dans combien de temps vous serez opérationnelle en fait pour être tatoueuse ? Je le suis en fait, mais j'aimerais me former un petit peu plus. Ouais. C'est un vaste sujet qui demande beaucoup de préparation. Donc, un vaste sujet, oui, et d'une importance capitale, car lorsqu'on doit refaire l'esthétisme de ces seins, on voit combien c'est important pour les femmes qui sont victimes de ces ablations. Merci beaucoup Anna d'avoir pris de votre temps pour nous raconter votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes à l'initiative du projet Dessine-moi un téton et qu'on peut vous retrouver très facilement sur Facebook pour toutes celles qui veulent en savoir un peu plus. Dans quelques instants, nous accueillerons Angélique. À 26 ans, elle est atteinte d'un cancer du sein. Le quotidien a été très difficile au début, mais aujourd'hui, elle a assez de force pour se battre. Europe 1. L'histoire d'Anna qu'on vient d'entendre, c'est aussi la vôtre. Vous souffrez d'un cancer du sein. Vous nous racontez par quoi vous êtes passé. Vous soutenez l'une de vos proches atteinte d'un cancer du sein. Vous nous racontez au 39 21. Vous vous battez tous les jours contre un cancer du sein. Vous êtes proche d'une personne malade. Venez nous raconter votre histoire. Vous témoignez au 39 21. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et dans la première partie de cette émission, nous avons eu Anna au 39 21 qui nous expliquait avoir vaincu ce cancer du sein, mais avoir eu du mal avec la reconstitution de ce téton, et puis donc avoir pris l'initiative de donner un nouveau sens, un nouveau sens à sa vie, puisqu'elle est aujourd'hui en train de terminer une formation de tatoueuse afin de satisfaire d'autres femmes qui seront dans le même souci qu'elle, c'est-à-dire avoir un téton qui soit esthétiquement convenable. Nous sommes maintenant avec Angélique. Bonjour Angélique, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Angélique ? J'ai 26 ans et j'appelle depuis Bordeaux. D'accord, la Gironde. Donc, en juillet dernier, Angélique, vous avez senti une masse dans l'un de vos seins, puis on vous a annoncé que c'était un cancer. Vous dites qu'au début, vous pensiez que c'était une blague, vous étiez dans une forme de déni même. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que vous étiez bien dans la réalité et que vous alliez devoir affronter ce cancer ? Alors, ce qui a fait que j'ai pris conscience, c'est quand on m'a mis ce qu'on appelle le PAC, donc la chambre implantable. Là, je me suis retrouvée pour moi avec un corps étranger dans le corps. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que c'était vrai, puisque dès le lendemain, j'ai eu ma première chimio. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette chambre implantable ? Parce que je pense que beaucoup d'entre nous ne savent pas ce que c'est. Alors, c'est un petit boîtier, en fait, qu'on nous pose du côté qui n'est pas malade, en fait, juste au-dessus du sein qui n'est pas malade, avec un petit tuyau qui est relié dans une veine au niveau du cou. Oui. Tout simplement parce que les produits de la chimio que l'on a sont très nocifs pour les veines de base. Donc, c'est une des veines qui supporte le mieux et ça nous permet d'éviter d'être piqué tout le temps, en fait. D'accord. On met directement la perfusion dedans le boîtier. On imagine du jour au lendemain se retrouver avec ce corps étranger, comme vous l'appelez. On imagine le choc que ça peut produire. Ensuite, j'ai le sentiment que vous avez opté pour un état d'esprit particulier. Lequel ? Celui de vous battre ? Alors pour moi, c'est ma vision des choses. Pour moi, je pars du principe qu'il y a deux façons de voir. Soit effectivement on se laisse aller et dans ces cas-là on le laisse gagner du terrain. Soit effectivement on se bat parce qu'on a des personnes auxquelles on tient, où on a vraiment envie de gagner. Et dans ces cas-là, moi j'ai décidé en tout cas de continuer ma vie comme si de rien n'était. Je crois que vous êtes maman et que oui. Ce rôle de maman a extrêmement compté dans votre bataille contre ce cancer. Comment arriviez-vous à tout concilier ? Pardon, excusez-moi. Tout simplement parce que déjà effectivement le matin, même si on est fatigué ou qu'on n'a pas envie de se lever, moi ma fille aime bien me tirer la couette et me dire allez maman debout. Bah oui. Donc c'est pas mal à 2 ans et demi. Ouais. Et puis voilà, j'ai essayé de minimiser au maximum les effets secondaires.
en faisant ce qu'on appelle le jeûne hydrique. Donc, c'est pas totalement recommandé par tous les corps médicaux. C'est que pendant 48 heures avant chaque chimio, en fait, je ne buvais que de l'eau. Je ne mangeais pas. Oui. Et ça m'a fortement minimisé, en fait, les effets secondaires, ce qui m'a permis de continuer à travailler jusqu'au mois de mars. Ce qui était très important, je suppose, de travailler, d'avoir une vie sociale, de continuer à... Ouais. Est-ce que vous le dites à votre fille, est-ce que vous êtes transparente? Est-ce que c'est important que un enfant, même s'il est jeune, puisse prendre conscience que maman, se bat contre une maladie? Totalement. C'est-à-dire que dès qu'on me l'a expliqué, donc je lui ai expliqué en version enfant parce que je voulais pas non plus la traumatiser. Donc je lui ai expliqué qu'effectivement, maman elle avait un bobo qui était très important et que c'est pour ça qu'elle était fatiguée. Oui. Aujourd'hui, je la laisse toucher la chambre implantable en fait. Elle peut la toucher, elle sait qu'elle est là. Pour les cheveux, j'ai essayé de minimiser en disant que maman, elle en avait marre d'avoir les cheveux longs, donc elle avait tout coupé. Mmh. Très bien. Mais sinon, par contre, il est arrivé que dans un rendez-vous avec l'oncologue, là où je n'avais pas de chimio après, ma fille est venue avec moi. Elle est venue avec moi au moment des prises de sang et elle est au courant de tout en fait. Elle sait le dire à ses mamans, elle a un bobo. Si on va à la prise de sang, c'est parce qu'il faut faire le pic pour soigner le bobo de maman, c'est ce qu'elle dit en fait. Oui, et c'est beaucoup mieux, je pense, c'est moins angoissant pour un enfant au moins de savoir ce qui se passe. Dans moins de 2 semaines, vous allez subir une ablation des seins. Comment on se prépare à une telle échéance ? Comme en fait j'ai accepté assez rapidement que le cancer était dans ce sein-là, pour moi en fait il est responsable en fait. Oui. C'est ce qui fait que j'ai ce cancer-là. Il devient le corps étranger en fait. Voilà, pour moi si on m'enlève ça, j'ai une chance de pouvoir vivre beaucoup plus longtemps quand même que si je le garde, puisque le chirurgien me l'a dit, si on me l'enlève, le risque de récidive redescend à moins de 10%. Oui. Alors que si je le conserve, le risque de récidive est de 30 à 40%. Mmh. Et on le verra. On le verra, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque on peut voir aujourd'hui un certain optimisme, car comme vous l'évoquez, lorsqu'on prend à temps un cancer et que on accepte cette lourde chirurgie qui est l'ablation d'un sein, on minimise la rechute. En tout cas, vous avez, Angélique, je crois et je sens un moral d'acier, et je vous remercie beaucoup d'avoir pris ces minutes cet après-midi importantes dans votre témoignage, plein d'optimisme sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite bien évidemment bon courage et puis une guérison vite. Dans quelques instants, nous serons avec le docteur Sofia Rivera. Elle est oncologue, radiothérapeute et chef de service à Gustave Roussy, qui est un centre de lutte contre le cancer. Nathalie, 48 ans, témoigne au 39 21. J'ai un cancer du sein avec ablation. C'est très dur moralement et physiquement, notamment avec la chimio. J'aimerais dire aux personnes qui en souffrent qu'il faut s'accrocher à la vie, aux enfants et aux proches. Ce n'est pas insurmontable. On en guérit très bien. Europe 1. Vous souffrez d'un cancer du sein, l'une de vos proches. Comment allez-vous ? Depuis que le verdict est tombé, vous nous racontez au 39 21. Vous composez le 39 21 pour venir échanger avec Olivier Delacroix, pour venir nous raconter votre vie. Depuis qu'on vous a diagnostiqué un cancer du sein, vous êtes en rémission, on a envie d'entendre votre histoire. Nous vous lisons aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Et pour parler de ce cancer du sein, nous accueillons maintenant le docteur Sofia Rivera, oncologue, radiothérapeute et chef de service au centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy. Bonjour docteur, et merci d'être avec nous cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question, docteur, porte avant tout sur la prévention, le dépistage qui est majeur bien évidemment dans cette lutte contre ce cancer du sein. On est d'accord qu'il faut aller chez le gynécologue régulièrement et faire des mammographies à partir de 50 ans quand on est une femme. Et à quelle fréquence exactement, docteur ? Alors absolument, je crois que vous l'avez très bien dit en tout début d'émission, c'est malheureusement un cancer qui est extrêmement fréquent. Oui. Ce qui est important de savoir, c'est que depuis maintenant 2005 et plus nettement depuis 2012, on a enfin une baisse de l'incidence, donc une diminution du nombre de nouveaux cas par an. Et surtout, on a une diminution de la mortalité, donc davantage de patientes qui guérissent. Et ça, oui, c'est grâce à une amélioration des traitements, mais aussi au dépistage, parce que le dépistage permet de diagnostiquer des maladies plus précocement, d'avoir des traitements moins lourds, des chirurgies moins invasives, moins de chimiothérapie, moins de radiothérapie. Et donc, grâce au dépistage, on arrive à guérir davantage de patientes. Ce dépistage, on a la chance en France d'être dans un pays où on a un dépistage de masse organisé, oui, gratuit, où les patientes sont invitées à faire le dépistage entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans,
par une mammographie, éventuellement une échographie complémentaire si la mammographie le justifie. Et ça, c'est intégralement pris en charge par la sécurité sociale. Mais on entendait Angélique, qui a 26 ans, est atteinte d'un cancer du sein. Pensez-vous pas que cette prévention, on doit l'étendre aux femmes plus jeunes ? Alors, de manière systématique, pas nécessairement, parce qu'en fait, l'incidence, le pic de diagnostic des cancers du sein est plutôt au-delà de 50 ans. D'accord. Et donc, de faire systématiquement des mammographies à toutes les femmes plus jeunes n'apporterait pas nécessairement un bénéfice. En revanche, pour les femmes plus jeunes qui présentent certains facteurs de risque, il peut être important d'avoir un dépistage plus précoce. On a par exemple à Gustave Roussy un programme qui s'appelle MyPeps, pour mon programme personnalisé de dépistage en anglais. Et ce programme personnalisé tient compte des facteurs de risque éventuellement d'antécédents de cancer dans la famille ou de facteurs de risque propres à la patiente qui font que on pourrait justifier d'un dépistage plus précoce. Et puis, indépendamment de ça, comme l'a très bien dit la jeune femme qu'on a entendue tout à l'heure, Oui. je crois que son prénom est Angélique, Oui. le fait d'être sensibilisé à son apparence habituelle, au ressenti habituel, le fait de s'auto-palper les seins et de signaler si jamais on palpe quelque chose d'anormal, quelque chose de modifié, eh bien, c'est indispensable. C'est-à-dire que finalement, la personne qui se connaît le mieux, c'est soi-même. Et donc, si on sent qu'il y a quelque chose qui s'est modifié dans le sein, eh bien, il est important de consulter et à ce moment-là, d'avoir les examens adéquats. Docteur Sophia Rivera, comment explique-t-on que le cancer du sein soit le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes ? Alors, parce que c'est le plus fréquent. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, ça touche quand même une femme sur 9 environ en France. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Et puis, deuxièmement, on a la chance d'avoir un système de santé qui nous permet d'accéder le plus souvent et sur la plupart de la plus grande partie de notre territoire aux examens diagnostiques relativement simplement, ce qui nous permet donc de faire un diagnostic assez rapide et assez aisé, accessible pour tous. Et donc, ce qui explique qu'on ait une fréquence quand même importante de diagnostic. Docteur, vous restez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes oncologue, radiothérapeute et chef du service à Gustave Roussy. Dans quelques instants, vous allez continuer bien évidemment à nous accompagner et à nous éclairer sur ces problématiques autour du cancer du sein. Dans quelques instants, nous serons avec Gwen. Elle a accompagné sa mère dans cette épreuve jusqu'au bout, on le verra. Et Geneviève, 65 ans, témoigne au 39-21 et revient à ce que disait finalement le docteur Sophia Rivera. Je souhaite souligner l'importance de l'autopalpation. J'avais passé une mammographie, je n'avais rien, je suis partie en vacances. À mon retour, je sentais que quelque chose n'allait pas. J'ai demandé à mon médecin, qui m'a écouté, de refaire une mammographie 1 mois après la première. Et ils ont découvert une tumeur au sein gauche. J'ai eu 2 opérations, chimio et rayons. Je vais mieux aujourd'hui, je suis en rémission complète. Europe 1. Vous êtes atteinte d'un cancer du sein. Comment faites-vous face ? On vous écoute au 39-21. Et nous sommes en ligne maintenant avec Gwen. Bonjour Gwen, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Gwen ? moi j'ai 22 ans et je vous appelle d'Evry. D'accord. Nous allons revenir avec vous en octobre 2013 où vous avez appris que votre mère était atteinte d'un cancer du sein. Pour vous protéger et pour ne pas vous inquiéter, elle n'avait dit à personne qu'elle se sentait mal les mois qui ont précédé. Comment vous a-t-elle annoncé cette nouvelle ? Ma mère, je savais que le matin elle devait passer des examens, partir Oui. chez le médecin pour passer des examens. Et elle m'a envoyé un message pour me dire comme quoi qu'elle restait à la clinique. Je ne D'accord. rentrerai pas ce soir. Et est-ce qu'elle vous a dit pourquoi elle restait à la clinique tout de suite ou elle l'a encore caché ? Non, elle n'a pas voulu me le dire par message, donc je me suis un peu inquiétée. Oui, bien sûr. Je suis partie directement la voir. D'accord. Est-ce que c'est là qu'elle vous a révélé qu'elle souffrait d'un cancer du sein ? Oui, quand on s'est vu en face à face. D'accord. Quel effet ça vous a fait ? Est-ce que tout de suite vous vous êtes dit c'est grave ou le cancer du sein étant assez répandu et étant un cancer que l'on peut soigner s'il est prêt à temps, quelle a été votre réaction ? Moi, la première réaction, c'est la peur. Oui. Parce que vu que dans ma famille, il y a eu pas mal de cancers, c'est vrai qu'ils sont quasiment tous morts de ça. Donc j'avais peur de perdre ma maman et en plus de ça, son diagnostic n'était pas bon. C'est-à-dire que si elle l'avait encore caché pendant 1 mois, elle serait morte. Ah oui, d'accord. C'était déjà un cancer qui était bien développé encore ? C'est ça. D'accord. Quel traitement on lui a donné ?
Au tout début, ça a été de l'hormonothérapie. Oui. C'est le traitement pour essayer de vivre un peu plus longtemps et tuer les cellules. Et ça a été un remède miracle sur elle. Alors, votre mère s'est toujours battue. Vous vous souvenez de Noël et d'anniversaire à l'hôpital. Comment est-ce qu'on vit ce type de moment et est-ce que vous vous occupiez beaucoup d'elle à cette époque? J'essayais de m'occuper au maximum. C'est-à-dire que passer, par exemple, tous les soirs, quand je rentrais du lycée, je passais 1 à 2 heures avec elle, je mangeais avec elle. Oui. La journée, si elle avait besoin de parler, elle m'envoyait des messages, on parlait. Oui. Et c'est de l'accompagner et être avec elle. C'est comme ça qu'on guérit le cancer, comme disent les médecins. Oui, parce que le moral joue beaucoup dans cette maladie. 90% de la maladie, du combat de la maladie, c'est le moral. Oui. Alors, il y a un cadeau que vous êtes très fière et très heureuse d'avoir pu offrir à votre maman avant qu'elle ne parte. C'est une petite fille. En plus, une petite fille issue d'une grossesse inattendue, je crois. Hein? C'est ça, un déni de grossesse. D'accord. Vous avez senti que c'était le plus beau cadeau que vous pouviez lui faire? Oui, parce que comme ça, au moins, elle aura connu un de ses petits-enfants. Oui. Elle leur avait vu jusqu'à ses 1 an. Et en plus de ça, ça lui a redonné encore plus d'espoir quand ma fille est née. Et ça l'a encore plus boosté pour se battre. Alors, votre mère est décédée avant ses 50 ans. Sa sœur a été également atteinte d'un cancer du sein. Est-ce que vous, Gwen, vous avez l'impression de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de vous? Oui, tout à fait. La peur de l'avoir, aussi de le transmettre à ma fille, c'est angoissant, des fois. Bien sûr, oui. Donc, vous faites face à cette peur en vous testant régulièrement, en faisant attention à vous? Oui, tous les 6 mois, je dois aller chez la gynécologue pour palpation. Et d'ici 5 ans, je passe à la mammographie tous les ans. D'accord. Bon, mais écoutez, je vous souhaite de toute façon bon courage. Vous embrassez votre fille pour nous. Et puis, je rappelle que c'est en se testant et en se surveillant régulièrement, comme vous le faites, Gwen, que si par malheur cette maladie arrivait, vous arrivez aussi, un cancer qui est pris au début, c'est toujours beaucoup mieux, bien évidemment. Vous en savez quelque chose. Merci beaucoup pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Docteur Rivera, vous venez d'entendre le témoignage de Gwen. Les chiffres aujourd'hui sont plutôt encourageants. Le taux de survie 5 ans après le diagnostic variant de 80 à 90%. Quels progrès ont été faits et où en est la recherche par rapport à l'histoire de la maman de Gwen? Aujourd'hui, on peut être optimiste lorsqu'on est touché par cette maladie? Oui, absolument. Alors, effectivement, il y a eu énormément de progrès concernant les traitements, à la fois des progrès en termes d'efficacité avec de nouvelles molécules. Gwen évoquait l'hormonothérapie et le fait que ça avait très bien fonctionné. Il y a de nouvelles thérapies qui sont sorties, des chimiothérapies, on va dire, plus intelligentes, oui. qu'on appelle des thérapies ciblées, qui vont aller agir sur une anomalie moléculaire spécifique de la cellule cancéreuse et donc être plus efficace sur la cellule cancéreuse et moins toxique sur les cellules saines, parce que les cellules saines ne présentent pas cette anomalie, cette cible qui caractérise la cellule cancéreuse. Et le fait d'identifier ces cibles et de réussir à fabriquer des médicaments dirigés contre ces cibles a permis une avancée colossale et une amélioration du pronostic très significative, que ce soit pour des cancers avancés ou pour des cancers même à des stades plus précoces. Et puis, on entre dans une ère nouvelle de développement de médicaments de la famille des immunothérapies, qui sont des médicaments qui ont pour objectif de réactiver ou d'activer notre système immunitaire, c'est-à-dire nos propres défenses contre les cellules anormales et en particulier contre les cellules cancéreuses. Alors aujourd'hui, ce sont des traitements qui se développent dans de nombreux types de cancers différents. Oui. Pour les cancers du sein, on n'en est qu'au début et les choses avancent, malheureusement trop doucement, mais enfin, si on regarde sur les 5 dernières années, on a des avancées assez spectaculaires. Ça, c'est pour tout ce qui est chimio
chimiothérapie et médicaments, mais il y a des avancées aussi majeures en chirurgie, il y a des avancées majeures en radiothérapie. En radiothérapie, on fait des traitements qui sont aujourd'hui beaucoup plus courts, avec des doses un petit peu plus fortes par séance, moins de séances dans de nombreux cas, et des traitements qui pouvaient durer jusqu'à 7 semaines de traitement de radiothérapie peuvent aujourd'hui être réduits à 3 semaines, voire 1 semaine dans certains cas, avec une efficacité et une tolérance qui est tout aussi bonne, voire meilleure que celle des traitements sur 7 semaines. Et vous faites bien, docteur Sophie Riviera, de souligner qu'en 5 ans, seulement 5 ans, parce que ça paraît long comme ça, mais en même temps c'est court, qu'on a fait autant de progrès concernant ce cancer du sein. Vous restez bien évidemment en ligne avec nous pour continuer de nous accompagner, docteur. Dans quelques instants, nous serons avec Agnès. C'est en se rapprochant des siens, on va le voir, qu'elle affronte son cancer du sein aujourd'hui. Alors bien évidemment, c'est difficile pour elle de vivre avec cette maladie, mais on va voir combien l'entourage compte dans cette maladie. Europe 1. Vous souffrez d'un cancer du sein, à quelles épreuves êtes-vous confronté? Vous êtes en rémission, par quoi êtes-vous passé? Vous nous racontez votre histoire au 39 21 50 cm. On vous a diagnostiqué un cancer du sein, comment le surmonter? Comment réagissent vos proches? Olivier Delacroix vous écoute, vous composez le 39 21. Et nous accueillons maintenant Agnès sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Agnès, merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Agnès? Alors j'ai 42 ans et j'appelle d'à côté de Rouen. D'accord, dans la Seine-Maritime donc. C'est ça. Vous travaillez dans la prescription médicale Agnès. Très vite, face aux symptômes et à ce que vous ressentiez, vous avez compris que c'était un cancer du sein que vous aviez. Votre première réaction face au diagnostic a été assez foudroyante. Qu'est-ce que vous vous êtes dit exactement? Je me suis dit, je vais mourir. Et puis c'est pas dans l'ordre des choses. Voilà, alors moi je me disais, tu vas te battre, de toute façon t'as pas le choix, mais ma seule inquiétude au diagnostic a été de me dire comment je vais l'annoncer à mes parents. Oui. Voilà, à mes proches, voilà, mon frère, mes cousins, mes cousines, enfin voilà, un petit peu. Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Non. D'accord. Et vous leur avez annoncé comment alors? Un SMS. Alors, dans le feu de l'action, voilà un mot cancer envoyé à mes proches. Oui, il est certain que par SMS, ça a dû être d'une violence inouïe, non, pour vos parents, vos proches? Ouais, alors je me doutais, je savais que j'avais quelque chose qui tournait pas rond. Donc le week-end d'avant, j'avais fait une réunion de famille et j'avais prévenu les plus proches, voilà. Que j'avais certainement quelque chose qui tournait pas rond, que je passais des examens et que pour moi j'avais un cancer. Oui. Alors après le diagnostic, tout s'est enchaîné visiblement très vite puisque vous avez subi en septembre une ablation complète du sein droit. Vous dites que vous aviez l'impression de ne plus être une femme. C'est ça qui est le plus difficile à vivre lorsque on se réveille et que on a enlevé un sein ou voire deux. Ouais. Ça c'est dur. Ouais. Ça nous met, c'est pire qu'un miroir. Ça nous met face à un bout de nous-mêmes qui manque, quoi. Ouais. Et votre mari, on en a peu parlé. Comment vous soutient-il? Ça a été mon rock. Ça a été la personne qui m'a mis des claques au moment où j'en avais besoin et la personne qui m'a épaulée au moment où j'en avais besoin, sans jamais laisser trop m'enfoncer. Parce qu'en fait, avec cette maladie, on a très vite des grosses douleurs, on est très vite très fatigué et on est très vite enfermé dans ce cercle. J'ai plus envie de rien faire, je suis trop fatiguée. Voilà. Donc il m'a toujours levé du lit, boosté pour avancer. Alors aujourd'hui, on sait que les traitements sont encore votre quotidien. Que vous affrontez donc encore cette maladie aujourd'hui. Est-ce que cela a changé votre regard sur la vie? Est-ce que vous vous sentez quand même plus combative aujourd'hui, justement, épaulée par votre mari? Parce que c'est lui qui vous regarde aujourd'hui, c'est lui qui vous aime, qui est amoureux et qui vous trouve toujours aussi belle, j'en suis sûr. Votre regard a changé quand même sur la vie? Est-ce qu'on apporte plus d'importance justement à... Alors, il y a une chose qui est incontournable, c'est on comprend vraiment qu'on a une vie le jour où on nous annonce qu'on va certainement la perdre. Oui. Voilà. Ça, il n'y a pas de débat. Après, ma vision, oui, elle a changé forcément. Je fais plus attention à ma vie de famille, à mes proches.
J'étais quelqu'un qui avait des amplitudes horaires relativement énormes. Oui. Donc maintenant, je me ménage plus. Ménagez-vous, Agnès, et c'est comme ça que vous allez regagner de l'énergie et puis bien évidemment compter sur les vôtres et sur votre mari en premier, car comme l'évoquaient Anna et Angélique dans la première partie de cette émission, 70% c'est dans la tête que ça se passe. Donc voilà, bon courage pour l'épreuve que vous traversez. Pour conclure cette émission, nous allons accueillir Kate pour sensibiliser au cancer du sein après en avoir été elle-même atteinte. On va voir qu'elle a publié l'atelier créatif des soutiens-gorge. Et le message de Claude sur Facebook, chacun d'entre nous a une proche qui souffre ou est morte d'un cancer de sein. Donc oui, je me sens concernée, dit Claude. Je me souviens de la perte de ma cousine comme si c'était hier. Jed, vous souffrez d'un cancer du sein. Comment vivre cette épreuve? Vous échangez avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Kate. Bonjour Kate, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ah ben je vous en prie, je suis très heureux. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Kate? Comment? Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? Alors, quel âge? J'ai 55 ans. Oui. L'accent est d'origine du Canada, mais Oui. le cœur et la vie est en France Très bien. depuis 29 ans. D'accord. Oui. Eh bien, merci de l'amour que vous Merci. portez à notre beau pays. En 2015, Kate, vous avez publié l'ouvrage L'atelier créatif des soutifs chez Larousse. Oui, exact. Le soutien-gorge comme moyen de sensibilisation au cancer du sein, c'est votre Oui. combat. Est-ce que le fait de rendre ludique ce combat a eu des avancées particulières? Oui, déjà dans l'idée que c'est pour la prévention ou autre, on commence déjà à la conversation même avant. Donc le soutien-gorge, Oui. c'est carrément un geste quotidien pour les femmes. Et c'est vraiment le lien, la métaphore, le symbole pour nous entre la santé du sein et la féminité. Alors que faites-vous concrètement Alors oui, alors dans l'année, il y a deux grandes actions dans l'année. Pendant le mois d'octobre, qui est le mois d'octobre rose, nous faisons une collecte de soutien-gorge qui s'appelle le Pink Bra Box. Okay. Donc c'est là où on invite toutes les femmes de chercher dans leur tiroir de lingerie parce que je ne sais pas si vous savez ou pas, mais on ne jette jamais nos soutifs. Ça reste au fond de tiroir, trop petit, trop grand ou autre, et on ne sait pas quoi faire avec. Alors justement, on envoie au Pink Bra Bazaar et nous, par la suite, on utilise les soutiens-gorge pour nos ateliers créatifs. Et les ateliers créatifs, ça passe tout au long de l'année, dans les lycées, dans les entreprises, à Europe 1, par exemple, dans la rue, dans les grands magasins, etc. Et c'est là, autour d'un projet créatif, et là, dans le livre, par exemple, on transforme un soutien-gorge dans les bracelets, dans les sacs à main, n'importe quelle création peut être testée. Et par la suite, il y a un dialogue qui s'ouvre, évidemment, autour de la table. Ça peut être entre 8 et 20 femmes. Et si nous faisons notre boulot comme je souhaite, par la suite, il y a aussi le petit atelier autopalpation pendant cet atelier création. Et c'est un dialogue ouvert, ludique, rigolo, sérieux en même temps et vraiment une prise de conscience comment s'approprier de son corps. C'est une manière de responsabiliser les femmes, de leur faire comprendre qu'elles sont concernées avant d'être malades? Oui, mais déjà, par exemple, quand vous me dites ça, de responsabiliser, etc., je le sens agressif, en fait, en tant que femme. Et c'est là le message qu'on entend souvent par les affiches, par les médecins ou autres, c'est que c'est encore quelque chose que nous ne faisons pas bien. Il faut se responsabiliser, etc. Pour nous, c'est vraiment une invitation. Où vous êtes, n'importe quel âge, donc la prise de conscience ou autre à 18 ans, c'est pas la même chose qu'à 50 ans ou autre, mais c'est une invitation de découvrir notre corps et en particulier les seins. Donc nous avons un petit motto qui disait que personne connaît votre corps mieux que vous. Et Pink Bra Bazaar est là pour vous aider à le soigner. Donc, c'est vraiment une invitation. Selon les seins en particulier, en France, il y a l'idée que c'est vraiment ouvert, le sujet, etc., qui est vrai au niveau de sexualité, etc. Et dès qu'il y a un problème,
on ne parle plus, en fait. Donc, nous voudrions vraiment en parler largement avant qu'il y ait un problème, pour qu'il y ait peut-être jamais un problème. C'est le souhait que nous souhaitons. Et si jamais il y a un problème, que ça devienne loin d'un problème grave. Kate, pourquoi avoir fait du combat contre le cancer du sein votre quotidien à vous? Moi, mon quotidien. Alors, en arrivant en France, j'avais pas le droit de travailler, sauf si je monte ma propre entreprise. Donc, pour avoir les papiers vite, j'ai monté une société lingerie, en fait. Donc, pendant 18 ans, j'étais observatrice, si vous voulez, pour les femmes, le soutien-gorge et la manière qu'on regarde notre corps. En même temps, une autre histoire se croisait, et c'est cela de le fait que j'étais adoptée à la naissance. Et ma mère biologique, elle avait que 16 ans qu'elle m'avait accouchée, et elle m'a trouvée, en fait, et on a resté en contact, et un jour, elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle a un cancer du sein, et qu'elle voudrait bien que je fasse un mammogramme plus tôt que plus tard. Et j'étais jeune, j'étais pas encore dans cet âge de penser, si vous voulez, de concerner le cancer du sein, etc. Et j'y vais pour le dépistage, et figurez-vous qu'ils ont trouvé très tôt un cancer du sein. Donc, elle en meurt de son cancer du sein, et moi, je ne meurs pas, évidemment. Et je dis toujours qu'elle m'a sauvé 2 fois, en fait. Donc là, je pense d'avoir et en même temps, j'ai pensé de vendre la société que j'ai fait, et j'ai monté Pink Bra Bazaar par la suite, parce qu'il y avait instinctivement ce lien entre le soutien-gorge, le dialogue, les frou-frou, une féminité, et surtout l'idée de geste beauté pour la santé du sein. Sensibiliser ces femmes de manière ludique et plutôt de manière assez esthétique, puisque voilà, à travers ces soutifs, comme vous les appelez, l'atelier créatif des soutifs, on peut arriver et échanger sur cette maladie et puis la combattre surtout. Mille merci Kate pour votre témoignage cet après-midi. Merci aussi à Anne, à Angélique, à Gwen et à Agnès pour leur courage, et au docteur Sophia Riviera pour ses éclairages. La recherche avance considérablement dans la prise en charge du cancer du sein, on l'a vu, et on en guérit beaucoup plus aujourd'hui. Une fois le diagnostic posé, les traitements sont souvent lourds. Alors s'aérer l'esprit, mettre des mots sur ce que l'on traverse, faire du sport, compter sur ses proches est d'une importance capitale. Un bon mental permet de vivre moins péniblement la maladie. Il faut consulter, et des gestes simples d'autopalpation notamment peuvent vous permettre de vous alerter. Plus le cancer du sein est détecté tôt, je le rappelle, mieux il est pris en charge. Alors, pas question de responsabiliser de manière sérieuse et agressive vous, mesdames, de vous responsabiliser trop et de vous faire culpabiliser, mais c'est important de faire attention à soi, et donc voilà, 2 fois plutôt qu'une, comme on dirait. Vous pouvez continuer à en discuter sur les réseaux sociaux. Et vous n'hésitez pas sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, comme aujourd'hui. Eline, Ninou, Gérard, Véronique, Sophie, Marie-Josée, Léna, merci à tous d'avoir participé. Et tous les soirs, cette discussion se poursuit. Vous n'hésitez pas à venir échanger avec Sophie Peters lors de la libre antenne d'Europe 1 de 22h30 à 1h du matin. Europe 1. Demain, nous parlerons ensemble du moment des présentations de son nouveau partenaire aux enfants. Comment le dire? Comment l'annoncer? Si vous ne savez pas comment présenter votre nouveau conjoint à vos enfants, si la rencontre a été un véritable fiasco, ou si au contraire tout se passe comme dans le meilleur des mondes, eh bien appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire, et oubliez-moi, nous serons ravis de vous écouter. J'ai été aussi ravi de passer cette heure avec vous, et bien évidemment, dans quelques minutes, 5 minutes 10, vous allez retrouver Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée ensoleillée, en tout cas sur la région parisienne et sur une bonne partie du pays, et puis je vous dis demain à 15h. Au revoir. À demain, Olivier. Steve Suissa et Francis Huster seront les tontons flingueurs de Carl Zéro. Oui. À tout de suite. Au revoir.